Donc, bienvenue tout le monde dans notre balado. Je suis Fred, l'un de vos deux co-animateurs. Je suis accompagné aujourd'hui de ma collègue Laura. Oui, fait que aujourd'hui, on aborde un sujet très actuel, ce qui est la montée de l'extrême droite aux États-Unis, Un phénomène qu'on observe actuellement dans plusieurs pays. mais qu'on va surtout analyser à travers un cas précis, le Trumpisme aux États-Unis. Ces deux phénomènes sont liés. Les idées de Trump reprennent plusieurs idées de l'extrême droite, donc ça s'interrelie. Oui, puis en même temps, il contribue à les rendre plus visibles et plus influentes. Donc aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce phénomène-là, les tenants et aboutissants, puis un petit peu pourquoi c'est en train de monter. Et les conséquences concrètes qu'elles apportent. Donc, pour commencer, l'extrême droite, c'est un courant politique qui met souvent de l'avant un nationalisme assez fort. On retrouve aussi un rejet de l'immigration, même en général une stigmatisation de la personne immigrante, une méfiance envers les institutions et parfois même une volonté d'avoir un pouvoir un petit peu plus autoritaire. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces idées-là ne sont pas nouvelles. Ça existe depuis que la Terre est Terre, mais aujourd'hui, elles prennent plus de place dans le débat public, un peu partout dans le monde. Mais concrètement, comment la désinformation et les médias y ont-ils aidé à faire monter l'extrême droite? Dans le fond, la désinformation là, a joué un rôle assez capital là, dans ce processus-là. Donc, le mouvement MAGA utilise là, souvent la désinformation à son avantage. Donc, on parle par exemple de techniques de communication comme le mensonge répété, la manipulation de l'information. Donc, vous connaissez un peu le proverbe qui dit que répéter une fausse information, ça a pour effet de la rendre un peu factuelle. Donc, la classe MAGA utilise souvent ces techniques-là. Donc, on peut souvent le voir là, durant les conférences de presse là, de la secrétaire là, aux communications américaines, donc Carolyn Leavitt, qui passe son temps un petit peu là, à répéter les mêmes informations qui ne sont pas toujours factuelles, sauf que ça attire quand même là, l'intérêt puis l'écoute d'une certaine catégorie de gens. Donc, ça a participé concrètement à faire monter l'extrême droite. Puis aussi, là, il y a plusieurs chaînes de télévision américaines ou des podcasteurs américains qui vont vraiment là, modifier l'information, la manipuler là, à leur avantage pour imposer un certain agenda politique. Donc, je pense ici, par exemple, à la chaîne américaine Fox News ou au podcast de Joe Rogan, qui les deux sont assez populaires et qui contribuent, là, dans le fond, là, à faire monter cette idéologie aux États-Unis. C'est quoi les conséquences de cette montée sur les États-Unis? Dans le fond, là, l'une des conséquences principales, là, je dirais, c'est vraiment la polarisation. Donc, la polarisation là, des Américains. Donc, d'un côté, on va vraiment avoir la classe républicaine, puis de l'autre côté, on va avoir la classe démocrate. Donc, ces deux là, blocs de personnes-là deviennent de plus en plus isolés. Donc, il y a de moins en moins de communication aussi entre ces deux classes politiques-là. Euh, le dialogue devient de plus en plus difficile, les gens deviennent de plus en plus divisés, puis ça se répercute vraiment sur les sociétés américaines. Une autre des conséquences qu'on peut voir, là, c'est vraiment là, une perte de confiance envers les institutions, comme les médias ou les institutions qui s'occupent des élections. Par exemple, on va avoir certaines personnes qui vont venir à croire que les élections sont truquées, même sans preuve. Puis, je vous dirais que le Parti républicain, là, puis les politiciens républicains participent grandement là, à faire croire là, ces idées-là de par leur discours. Les institutions deviennent aussi critiquées, les médias aussi. Donc, on va vraiment avoir là, des attaques quasi constantes contre les médias plus traditionnels. Donc, par exemple, on va remettre en question leur fiabilité, on va remettre en question leur non-partisanerie, puis plusieurs aspects comme ça. Donc, ça va être des éléments qui vont venir à fragiliser directement la démocratie américaine, en fait. Oui, donc on voit que cette montée a vraiment des impacts importants. Puis justement, le Trumpisme s'inscrit directement dans cette dynamique. Donc, le Trumpisme, c'est un mouvement politique associé à Donald Trump qui a pris beaucoup d'importance depuis son élection en 2016. Avant la politique, il était surtout connu comme un homme d'affaires milliardaire dans l'immobilier. Mais ensuite, il est devenu le 45e puis le 47e président des États-Unis. Ce qu'il distingue, c'est son style très direct, parfois provocateur, qui crée beaucoup de débats et de divisions. Son discours repose sur l'idée que l'Amérique serait en déclin et qu'il faut le restaurer. C'est là qu'y vient le slogan Make America Great Again. Ce slogan est important parce qu'il crée un sentiment d'appartenance. Les partisans ont l'impression de faire partie d'un groupe avec un objectif commun, redonner sa grandeur au pays. Mais Laura, c'est quoi en fait qui va expliquer la montée du Trumpisme aux États-Unis? Une des causes principales, c'est le populisme. Donc, le populisme oppose le peuple aux élites politiques et économiques.
Et ce n'est pas nouveau. Déjà dans l'histoire des États-Unis, certains groupes dénonçaient le pouvoir des banques et des grandes entreprises. Aujourd'hui, Trump reprend cette idée en disant qu'il défend le vrai peuple. Par exemple, sur l'immigration, il affirme vouloir protéger les citoyens contre des menaces comme la criminalité ou le terrorisme. Une autre cause importante, c'est la polarisation politique. Donc, les divisions entre démocrates et républicains qui sont très fortes. Trump adopte une stratégie qui parle surtout à ses partisans, ce qui renforce encore plus ces divisions. Puis, finalement, il y a la mondialisation avec l'augmentation des échanges économiques. Certains emplois ont disparu, notamment à cause de la concurrence internationale. Donc, ça a créé un sentiment d'injustice chez certaines populations. Le discours de Trump vient répondre à ce sentiment en promettant de protéger l'économie américaine. Donc, on peut en conclure que le Trumpisme a vraiment changé la donne là, sur l'échiquier politique. Est-ce que tu peux me parler un petit peu des conséquences de ce mouvement-là? Oui, donc une des principales conséquences, c'est l'augmentation de la polarisation, même si c'est aussi une cause, en fait. Les politiques de Trump divisent fortement la population, par exemple, sur l'immigration. Certains pensent que c'est nécessaire pour la sécurité, alors que d'autres considèrent ces mesures comme discriminatoires. Cette division affecte aussi les institutions. Au Congrès, il devient plus difficile de coopérer et d'adopter des lois. Dans certains cas, Trump a utilisé des décrets pour contourner ces blocages. Il y a aussi des conséquences à l'international avec les politiques America First. Les États-Unis ont imposé des taxes sur des produits étrangers, par exemple venant de la Chine. Mais ces pays ont réagi en imposant leurs propres taxes. Fait que ça a créé des tensions économiques et même des conflits commerciaux. Exact. Puis, dans le fond, ces guerres tarifaires-là font un peu perdre la crédibilité aussi aux États-Unis à l'étranger, là. Donc, les alliés traditionnels commencent à être un petit peu tannés. Puis, on va poursuivre directement, là aussi, là, avec un petit extrait sonore là, d'un discours de Donald Trump. Continuing to rage, and interest rates are far too high. And I've been disappointed to see the Biden administration's attempt to block the reforms of the American people and that they voted for. We had a landslide election. We won every swing state. We won the popular vote by millions and millions of people. Nobody even knows how many people, millions. And they're still counting in some areas. You know, they're still counting the vote in some areas. Can you believe this? What a place. What a horrible place. One of the things we're going to do is we've got to fix the election so that we get honest counts and they get done by 10 o'clock in the evening or something thereabouts. There are places where they're still counting votes. President Biden's actions yesterday on offshore. Donc, on a pu remarquer dans le discours de Donald Trump qu'il y avait un ton très direct, très accusateur, assez enfantin là, dans une certaine mesure. Oui, effectivement. Puis, on voit vraiment qu'il utilise des messages simples, même pour des enjeux vraiment complexes. Oui. Puis ça rend le discours assez efficace, assez provocateur, puis ça plaît aux gens. Oui, c'est très mobilisateur. Alors, on va poursuivre avec les solutions. Donc, ça serait quoi les solutions qu'on pourrait envisager? Est-ce que l'éducation, ça suffit vraiment? Je pense que c'est une partie essentielle, dans le fond, de la solution, surtout l'éducation aux médias. En fait, aujourd'hui, les gens sont exposés à tellement de désinformation, puis je pense qu'il y aurait besoin d'être éduqués un peu à ce sujet-là. Oui, exactement. Si les citoyens apprennent à vérifier les sources, à comparer l'information, ils deviennent moins vulnérables à la désinformation. Par exemple, juste prendre l'habitude de se demander est-ce que cette information vient d'un média crédible, ça peut déjà faire une grande différence. En même temps, je pense que c'est pas l'essentiel de la solution qui se retrouve dans ça, là. Pourquoi? Parce que le problème n'est pas seulement lié à l'information. Il y a aussi des frustrations économiques, sociales. Par exemple, si quelqu'un perd son emploi ou se sent laissé de côté par la mondialisation, il va être un petit peu plus réceptif à ce type de discours-là, peu importe son niveau d'éducation. Oui, je suis d'accord. Donc, il faudrait aussi agir sur les inégalités? Exactement. Donc, la plupart des gens là, proposent là, d'améliorer les conditions économiques, d'offrir plus de sécurité. Ça peut résoudre le sentiment d'injustice, puis les gens vont être un petit peu moins dadons là, avec ces valeurs politiques-là. Mais même avec ça, il reste un problème, les émotions. Le Trumpisme repose beaucoup sur la peur, la colère, et c'est pas toujours rationnel. C'est vrai. Puis les réseaux sociaux s'amplifient beaucoup ces émotions-là. Les contenus qui choquent ou qui divisent, souvent, c'est eux qui sont le plus en circulation sur le net, qui sont le plus virales. Donc, au final, il faudrait une combinaison de solutions. Éducation, mesures économiques et peut-être aussi une meilleure régulation des plateformes.
Oui, mais ça, c'est délicat parce qu'il faut faire attention à la liberté d'expression, puis c'est une valeur assez importante aux États-Unis, donc c'est un terrain assez glissant. C'est vrai. Donc, il n'y a pas vraiment de solution simple. Mais de comprendre le phénomène, c'est déjà un premier pas. Puis de s'attarder à la situation de nos voisins du Sud, ça permet un peu d'éviter que ça se passe ici, là, parce qu'en étant informé, on peut prévoir un petit peu ce qui peut se passer. Oui, exactement. Donc, c'est un réel plaisir de vous recevoir à notre balado, tout le monde. Merci de votre écoute active tout au long de ce petit extrait. Oui, merci de nous avoir écoutés. À bientôt pour un prochain podcast. À bientôt pour un prochain podcast. Bye!